Allons-y. J'ai entendu à la télévision que certains chercheurs savaient bien à l'avance qu'il y allait avoir une pandémie vers 2020. Comment ont-ils fait? On s'attendait à ce qu'il y ait une émergence virale, d'accord? Parce que c'est des phénomènes qu'on connaît, qu'on étudie. Des émergences précédemment, il y en a eu. Il y a eu le VIH, par exemple, qui a donné le sida. Il y a eu Ebola dans les années 2010-2012 en Afrique de l'Ouest. Il y a eu la pandémie de grippe en 2009, par exemple. Donc ces émergences virales, on sait qu'elles existent, on sait qu'elles surviennent, on étudie et on connaît les mécanismes d'apparition des virus chez l'humain. Donc on s'attendait à une émergence virale. On ne savait pas que ce serait en 2020. On est incapable de dire à quel moment elle va avoir lieu. On est incapable de prévoir quel virus va émerger. Donc on ne pouvait pas savoir que ce serait un coronavirus. On ne peut pas savoir où ça va avoir lieu, ni comment. Mais quand on nous dit c'est un virus qui a émergé probablement d'origine animale, qui aurait des antécédents chez la chauve-souris, des ancêtres plutôt chez la chauve-souris, etc., c'est des choses qui ne surprennent pas un virologue, même si on ne pouvait pas dire avec précision quand aurait lieu l'émergence. Si on l'avait su, on l'aurait préparé, on l'aurait anticipé, on aurait alerté les autorités. On ne lit pas dans l'avenir, mais quand ça survient, on peut l'expliquer et on peut dire qu'on n'est pas étonné que ce soit survenu. Par contre, je veux surtout pas que les gens croient qu'on savait que ça allait arriver. C'est pas vrai. On savait pas que ça allait arriver, on savait pas que ça aurait cette ampleur-là, on savait pas plein de choses. Mais on n'est pas étonné ou surpris que ce soit arrivé. Pourquoi s'appelle-t-il coronavirus? Les virus, c'est des trucs très petits qu'on ne voit pas au microscope optique, par exemple. Et pour les voir, on doit utiliser la microscopie qu'on appelle la microscopie électronique, qui permet de voir des structures très très petites, et notamment de voir, par exemple, la façon dont est constituée une cellule, de voir le noyau, les mitochondries, etc. Parce qu'un virus, c'est plus petit qu'une cellule. Et celui-ci, il fait environ entre 60 et 80 nanomètres de diamètre, puisqu'il est à peu près sphérique. Et quand on fait de la microscopie électronique pour regarder ces coronavirus, puisqu'il y en a plusieurs, et celui-là en particulier, il a un aspect en couronne. D'accord ? Donc c'est un aspect sphérique comme ça, avec des spicules à sa surface. Et cet aspect en couronne, la couronne en latin, ça se dit corona. Donc voilà, les virologues sont un peu... on fait un petit peu d'étymologie, on dit il a une forme en couronne, on va les appeler les coronavirus. A-t-on vraiment une solution contre l'épidémie et comment la combattre? C'est un virus qui, avant le mois de janvier, alors peut-être décembre, peut-être novembre en Chine, on ne sait pas bien, mais depuis la fin 2019, c'est un virus qu'on ne connaissait pas, donc on n'a pas d'outils spécifiques pour lutter contre ce virus-là. Du coup, il faut accepter d'attendre que les chercheurs fassent leur travail et développent les outils spécifiques qui vont permettre de lutter contre cette maladie. Et ça prend du temps. Donc, il y a deux outils qui sont, on va dire, deux outils médicaux qui sont en cours de développement, où il y a des recherches en cours de développement. Ça va être d'une part des médicaments. On a besoin de médicaments pour soigner les gens qui sont infectés et pour essayer de les guérir. Des médicaments qui permettent de détruire ce coronavirus quand il est présent dans un organisme. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on a besoin d'un vaccin. Concevoir un vaccin, ça prend du temps. Une fois qu'on l'a conçu, il faut le tester pour s'assurer qu'il fonctionne bien, qu'il n'est pas toxique pour les gens, etc. Et tout ça, ça prend du temps. Donc un vaccin, ce ne sera pas avant probablement 2021. C'est long. Donc en attendant 2021, eh bien, le confinement a marché, puisque le nombre de cas en France a beaucoup diminué. Et le système de santé n'a pas été débordé. On a pu prendre en charge l'ensemble des patients qui avaient besoin d'être pris en charge. Du coup, l'inconvénient du confinement, c'est qu'il y a peu de personnes qui ont été infectées, puisqu'on estime qu'il y en a environ 6%. Voilà, c'est des chiffres qu'il faudra évaluer probablement à la sortie du confinement. Mais ça ne fait pas beaucoup. Donc, il faut faire attention. Il y a des gens qui vont s'infecter, qui vont du coup acquérir une immunité. Progressivement, le niveau d'immunité collective va augmenter. Est-ce qu'il attendra 60 ou 70%, qui est le taux qu'on estime nécessaire pour arrêter la circulation du virus?
Aujourd'hui, je suis incapable de répondre à cette question-là. Le bon moyen d'atteindre ces 70%, ce sera le vaccin. Donc, voilà, il y a encore plein d'incertitudes sur l'évolution de cette épidémie. On est en train de vivre en temps réel quelque chose qu'on n'avait jamais vécu, nous, les chercheurs, les scientifiques et la population mondiale. Donc, il faut accepter de ne pas avoir de réponse à toutes les questions et il faut donner du temps aux chercheurs pour répondre aux questions et proposer des outils progressivement. Est-ce que les personnes qui ont déjà eu le Covid-19 sont immunisées? Les résultats des recherches scientifiques évoluent chaque jour. Donc, ce que je dis aujourd'hui, peut-être que dans 15 jours, ne sera plus valable. Une personne qui a fait une infection est immunisée, c'est-à-dire que son système immunitaire, son organisme, développe des anticorps et des cellules de l'immunité qui sont capables de lutter contre cette infection virale. Donc ça, c'est sûr, c'est tout le monde développe une immunité. La question pour laquelle on commence à avoir des réponses, c'est que est-ce que cette immunité protège d'une réinfection? Il semblerait que cette immunité protège, mais probablement pas sur le long terme. C'est-à-dire, est-ce que ça protège probablement 1 an, peut-être 2 ans? On n'a pas beaucoup de recul, puisque c'est une maladie qui n'existe que depuis le mois de janvier, donc on n'a pas beaucoup de recul, mais probablement que ça ne protège pas sur le très long terme. C'est des études qu'il va falloir qu'on poursuive, des résultats qu'il va falloir probablement qu'on confirme. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a une immunité qui se développe chez les personnes qui sont infectées. Cette immunité est probablement protectrice, mais sur quelle durée, on ne sait pas encore. Le masque protège-t-il vraiment? Porter des gants est-il vraiment utile? Alors, les masques sont utiles. Il faut séparer un petit peu. Il y a différentes catégories de masques. Il y a les masques qu'on dit chirurgicaux, les masques FFP2 qui sont dédiés au personnel de santé, aux professionnels de santé, parce que dans leur métier, ils peuvent être exposés à des situations où ils peuvent être infectés. Donc ça, c'est pour eux. Les masques en tissu, tels qu'ils sont actuellement développés par des associations. Alors, à partir du moment où on suit un patron avec un protocole bien établi, par exemple au CHU de Lille, on propose des masques en tissu qui, ceux-là, sont homologués, sont validés. Ils protègent bien. Ils protègent pour les situations de la vie quotidienne. Quand on va faire ses courses, faire une promenade dans la rue pendant 1 heure, quand on a le droit chaque jour de sortir, voilà, pour ça, ça protège. Ça protégera aussi si on doit aller à l'école, au collège, au lycée. Ça protège de la contamination dans la vie quotidienne. Il faut quand même voir que c'est inconfortable parce qu'il fait chaud, parce que c'est pas facile de respirer avec le masque sur la bouche. Quand on porte des lunettes, on peut avoir de la buée sur des lunettes. Donc voilà, donc c'est pas très confortable à porter, mais c'est très efficace. Donc moi, je suis partisane du port du masque. Et d'ailleurs, moi, quand je sors tous les jours quand je sors pour aller faire mes courses ou quand je sors pour aller au travail, je mets un masque. Donc ça, c'est la première chose. Les gants, par contre, donnent un faux sentiment de sécurité. C'est-à-dire, parce que je porte des gants, je suis protégée. Moi, je pense qu'il ne faut pas porter des gants tout le temps. Il faut porter des gants quand il y a des situations où il y a un risque d'être contaminé, ce qui n'est pas fréquent dans la vie quotidienne. En revanche, moi, je suis partisane qu'on se frictionne régulièrement les mains avec une solution hydroalcoolique ou qu'on se lave régulièrement les mains avec de l'eau et du savon parce que ça marche très bien sur ce virus-là. Donc, moi, j'encourage plutôt à se laver régulièrement les mains plutôt qu'à porter des gants.